Et reportage avec les gens d'à côté, mercredi, sur la TSR. Même s'il touche de près ou de loin un nombre considérable d'individus, l'alcoolisme demeure souvent tabou, surtout lorsqu'il s'agit de parler des femmes qui en sont prisonnières, celles qui se cachent pour consommer. Scarlett est allée jusqu'au bout de la dépendance, jusqu'à ce point où, comme elle l'a écrit, il faut choisir entre changer ou crever. À ce moment-là, elle a décidé de changer, et ce soir, c'est en connaissance de cause qu'elle témoigne. Est-ce que vous êtes ce qu'on appelle une alcoolique sobre ? Exactement. C'est tout à fait le terme qui convient. Je suis une alcoolique sobre. Alors, vous nous expliquez ? Oui, je peux, je vais essayer. C'est peut-être pas... C'est très simple pourtant, mais c'est peut-être pas facile à comprendre. Je suis alcoolique. Moi, je pense que je suis venue au monde alcoolique et que mon alcoolisme va se développer tôt ou tard. Et le mien s'est développé plutôt tôt, puisque j'ai bu très tôt, dès l'âge de 20 ans. Et bien, prenons l'exemple d'un diabétique. Moi, je ne suis pas diabétique, mais j'ai un ami très proche qui est diabétique. Il ne peut pas manger de sucre. Et il est quand même diabétique. Est-ce qu'il est plus diabétique parce qu'il ne mange plus de sucre? Mais non, il restera diabétique, quand bien même il n'absorbe plus de sucre. Pour moi, c'est pareil. Si je n'étais pas alcoolique, si je n'étais plus alcoolique aujourd'hui du fait que je vais bientôt entrer dans ma 8e année de sobriété, pourquoi ne me serais-je pas permis de me verser un verre de vin à midi? Donc je reste alcoolique, absolument. Sobre, certes, pour aujourd'hui, mais on n'en guérit pas. On se stabilise en ne buvant pas, mais ça ne se guérit pas. Moi, j'ai la chance d'avoir rencontré une association que j'appelle l'association du bouchon. Je trouve que c'est très drôle et que ça me convient. Et beaucoup de gens s'étonnent pourquoi après 8 ans, maintenant ça fait à peu près 8 ans que je la fréquente, pourquoi j'y vais encore. Et pour moi, c'est très simple pourquoi j'y vais encore. C'est vrai que l'alcool n'est plus un problème pour moi, pour aujourd'hui, mais c'est des outils qu'on m'a donnés pour la bouteille à l'époque qui sont valables dans tous les domaines de ma vie. Moi, je suis complètement nulle pour l'art de vivre. J'ai toujours été nulle dans l'art de vivre. Et même si je bois plus aujourd'hui, j'ai besoin de béquilles. Hein. Avant, ma béquille, c'était la bouteille. Attendez, quand vous dites l'art de vivre, j'aimerais bien vous comprendre. Vous voulez dire que vous avez le mal de vivre? Non, je veux dire... c'est pas le savoir-vivre. Non plus, je suis nulle dans l'art de vivre. Oui, dans l'art de vivre, tout court, je veux dire. Je me suis toujours... Moi, je suis une marginale accomplie, mais aujourd'hui, une marginale sobre, je veux dire. C'est intéressant pour moi. Mais je veux dire, j'ai toujours détesté la société. J'ai jamais beaucoup aimé. Encore aujourd'hui, je me considère pas du tout comme faisant partie de cette société, à part un groupe de gens, d'amis que j'aime beaucoup. Par contre, la différence par rapport à aujourd'hui et dans le temps, c'est qu'aujourd'hui, j'apprends à les aimer. J'apprends à les tolérer. Je ne suis pas du tout tolérante, mais je tolère. Alors, j'ai toujours voulu imposer ma manière de vivre aux autres, et ma manière de vivre était nulle, je veux dire, parce que rien n'avait de la valeur pour moi, si ce n'était que les stars, le show business. Et j'étais persuadée que les gens bien se trouvaient là-bas. Donc, je veux dire, aujourd'hui, j'ai changé un peu ma manière de voir les choses, heureusement. Alors, j'imposais vraiment aux autres. Moi, quand j'étais heureuse, tout le monde devait être heureux. Quand j'étais déprimée, tout le monde devait être déprimé. Et en fait, il n'y avait que moi sur la terre. À quelque part, tout le monde me faisait de l'ombre. C'est ce qu'on appelle l'égoïsme? L'égocentrisme, je crois. Ça va même plus loin. J'ai été dotée d'un égo. Napoléon à côté, c'est rien, quoi, je veux dire. Combien de temps avez-vous entretenu une dépendance face à l'alcool, Scarlett? Plus de 20 ans, je pense. Plus de 20 ans? Oui, en tout cas 20 ans. Oui, en tout cas.
À vous écouter, j'ai l'impression, là où nous en sommes, que l'alcoolisme, pour vous, est plus une maladie de l'âme que du corps. C'est une véritable maladie de l'âme, oui, absolument. J'avais une maman, je crois, qui faisait tout ce qu'elle pouvait, mais qui devait assumer, qui allait travailler, etc. Et on m'aurait collé une poignée dans le dos, je faisais une valise. J'allais une fois chez Madame Untel, une fois chez Madame Untel, une fois chez Madame Untel, et des dames qui m'adoraient, parce que j'étais adorable quand j'étais petite. Ça n'a pas duré, malheureusement, ma mère vous le dirait. Mais c'est ce qu'elle m'a dit. Et votre père? Je ne sais pas. Mais je pense que ce père m'a manqué. Très, très probablement. Était à l'origine, je pense, je ne sais pas. Je ne fais aucun ressentiment à son égard aujourd'hui. Je lui en ai voulu à mort pendant très longtemps, mais plus aujourd'hui. C'est ce qui était, je pense, à l'origine de beaucoup de mes malaises. Et en tout cas, tout ce qui concernait ma vie affective. Parce qu'à travers tous les gars que j'ai rencontrés, j'ai recherché désespérément ce papa et l'autre partait en courant en général. Parce que j'étais très accro. Je demandais beaucoup trop, je pense. Un côté abandonnique, un peu? Moi? Oui. Le besoin de vous attacher les êtres, de peur de les perdre? Oui, absolument. Absolument. C'est inconscient. Et bien, moi, je suis une accro de tout. Hein. Je suis une dépendante. J'ai été d'abord dépendante de la bouteille. Et lorsqu'on est dépendante d'un produit chimique, là, je parle encore une fois pour moi, on n'est pas seulement dépendant d'un produit chimique. On est dépendant de tout. On est dépendant on peut être dépendant de ses parents, on peut être dépendant d'un mari, on peut être dépendant d'amis, mais d'une dépendance complètement maladive. Quelles sont vos dépendances aujourd'hui s'il n'y a plus l'alcool? Ma dépendance, je suis dépendante de la sobriété. C'est amusant ça comme ton... Oui, absolument. Pour aujourd'hui en tout cas, je suis dépendante de l'écriture. Je suis, alors oui, dépendante de l'herbe à Nico. Vous fumez beaucoup? Ah ouais, je fume beaucoup, et j'ai pas honte de le dire. Un peu trop, oui, quand même. Je crois que je suis dépendant de ma puissance supérieure, que j'appellerai Dieu, parce que ça me convient, mais ça, c'est tout. Vous avez une ouverture spirituelle? Oui, sans cela, l'alcoolique que j'étais, sans cette ouverture spirituelle, je ne serais jamais restée sobre très longtemps. Jamais. Ah, ça, c'est ma guitare, que j'ai vendue pour boire, la toute première. Et celle-ci est assez récente. Elle me permet de composer des chansons. Dans ma tendre jeunesse, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur, la guitare. Je fredonnais toutes les chansons, non seulement de Sylvie, mais de Johnny, de Sheila. Enfin, toutes celles et tous ceux qui ont rêvé être vedettes de la chanson et qui n'y sont pas parvenus n'ont pas poursuivi leur quête dans la bouteille. Ah non, non, bien sûr que non. Non, moi j'avais déjà cette maladie qui était en moi. Je ne buvais pas encore à cette époque, hein, puisque je vous parle de l'époque de la guitare, j'avais 14, 15 ans. Je ne buvais encore pas, mais j'avais déjà toutes les fragilités de l'alcoolique. La première fois que vous avez consommé de l'alcool, ça ne vous a pas plu? Je ne veux pas dire que ça m'a pas déplu, mais j'ai été malade. Mais vraiment malade à 3 jours, dans un coma, enfin c'était l'horreur. Donc j'aurais eu tous les signes qui auraient pu me dire, ma pauvre fille, voilà quelque chose qu'il ne faudra jamais toucher. Mais c'est logique, je veux dire, l'alcool pour un alcoolique provoque une allergie. Moi, l'alcoolique est allergique à l'alcool. Ça semble curieux. Paradoxal. Et paradoxal, mais c'est vrai. Et ça veut dire que sitôt qu'on boit un verre, sitôt que moi je prends un verre, ça y est, je suis dans un autre univers, j'ai décollé complètement. Et si je prends par exemple une coupe de fraises et que je suis allergique aux fraises, je vais avoir la figure toute rouge. Comme j'ai pas du tout envie d'avoir la figure rouge, je vais arrêter. Je vais pas reprendre de fraises une seconde fois. L'alcool, c'est tellement sournois. C'est terrible. C'est un poison vraiment sournois comme on n'en trouve plus. D'une part, j'étais allergique, donc c'est vrai, je ne le supportais pas. Mais pour
exorciser cette allergie, l'alcoolique va l'étouffer, va boire des quantités industrielles pour que finalement le corps va quand même s'habituer. Et c'est effectivement ce qui se passe. Et c'est ce qui fait que l'entourage va dire, mais mon Dieu, mais comment tu peux boire des quantités pareilles? Alors, quelle est la différence entre un ivrogne et un alcoolique? Alors, à mon humble avis, l'ivrogne, quand il s'est pris une bonne caisse, il est bien malade, et pendant, je dirais, 3 jours, voire une semaine, il va pas retoucher un verre. Donc, ce qui fait aussi la différence entre le gros buveur et l'alcoolique. Il y en a une énorme. L'alcoolique que j'étais et que tous mes amis que je connais, mais je parle toujours en mon nom, c'est combattre le mal par le mal. Je pouvais boire des quantités invraisemblables d'une journée, ce que je faisais d'ailleurs. Combien? Une bouteille de whisky par jour. C'était à peu près ma dose, avec de la bière et du rosé le matin. Je faisais un fond, comme on dit ici vulgairement. Je faisais un fond. Et puis, alors, le lendemain, j'étais bien sûr très mal, comme on appelle ça, des gueules de bois. Et pour anéantir la gueule de bois, je buvais 2-3 bières et c'était reparti, mon kiki. Quelqu'un qui boit socialement, normalement, vous ne le verrez jamais boire sur une cuite. Non, non. C'est ce qui fait toute la différence du gros buveur ou de l'ivrogne, absolument. Oui, mais alors l'entourage professionnel, familial? L'entourage professionnel, il n'y en a pas eu longtemps. Je veux dire, à 20 ans, je travaillais, certes, j'ai travaillé jusqu'à l'âge de 25 ans, 26 ans. Et puis, sur la dernière année, avant que je rencontre mon mari, j'avais ma petite fiole dans la poche. Et puis, c'est là que ça devenait grave. Si j'avais dû continuer à travailler, puis j'ai commencé à faire de l'absentéisme. Mais là, les dernières années que je devais travailler, je partais avec ma petite bouteille dans le sac, donc. Je ne pouvais pas rester plus d'1 heure, 2 heures sans boire. Ça, c'est un enfer. Je peux vous le dire que c'est un enfer. Mais là, ça s'est passé sans trop de mal. Et après, j'arrêtais systématiquement de travailler. Je commençais dans une maison, j'arrêtais. Je n'avais plus envie, puis je ne pouvais plus rien faire d'autre que de boire. Et après, je me suis mariée. Et ça m'a bien arrangé d'un côté. Parce que j'avais décidé que ce mari irait travailler pour moi, ce qu'il a fait d'ailleurs. Vous a-t-il épousé en connaissance de cause? Oui, tout à fait. Oui, j'étais déjà lourdement malade quand je l'ai rencontré, puisque j'avais 27 ans. Lui ne buvait pas? Non, j'avais un mari qui ne buvait pas, qui supportait pas un verre. Il devenait absolument... Et il supportait de le voir chez vous, cet alcoolisme? Oh oui, ça l'a dérangé, surtout quand j'ai arrêté de boire, mais pas quand je buvais. Quand vous avez arrêté? Oui, d'ailleurs, je le marque, je crois, dans mon bouquin. Vous savez, on dérange quand on boit. C'est sûr, c'est normal, en fait, à quelque part. Mais on dérange presque davantage quand on ne boit plus parce qu'on a appris. On redevient lucide et on va plus se laisser manipuler. Certes, j'ai manipulé pendant 20 ans les autres, mais je me laissais également manipuler pour autant que j'avais mes 50 francs par jour, pourvu qu'on me donnait mes 50 francs par jour pour acheter la bouteille. Parce que moi, j'en suis venue à voler dans les magasins pour boire. Et je pense qu'un alcoolique atteint, comme moi je l'étais, d'ailleurs, on en lit des drames, peut-être pas tous les jours, mais il en existe, et ça me fait toujours, ça me flanque des frissons. On peut tuer. L'alcoolique, je pense, peut tuer pour boire. Jamais, au grand jamais, j'aurais envoyé mon gamin m'acheter de l'alcool. Mais dans les derniers temps, c'est-à-dire dans les rechutes, parce que j'ai rechuté lorsque je suis entrée dans cette association, j'ai arrêté 3 mois, une première fois, pour boire. Mais enfin, j'avais juste arrêté de boire, j'avais rien compris du tout. Le reste, j'avais rien compris. Et j'ai rechuté au bout de ces 3 mois. Et c'était épouvantable. C'est pire que la maladie active elle-même. La rechute, on nous l'annonce, on nous le prévient, on nous le dit bien. Mais moi, tant que j'ai pas testé, je suis comme le petit gamin qui on dit, tu ne mets pas la main là-dessus parce que ça brûle. Eh bien, moi, vous me dites, surtout, faites tout sauf reboire. Eh bien, ça y est. Moi, je sais déjà que je vais reboire parce que je vais tester. Et je l'ai fait. Et c'est vraiment pire qu'avant. Parce qu'on reprend la maladie exactement où on l'a laissée. Et ça, je ne voulais pas le croire. Je me suis dit, c'est des comiques, ces gens-là. Racontent un peu n'importe quoi. Maintenant que j'ai arrêté de boire 3 mois, je devrais peut-être arriver. Bon, la bouteille que je consommais, une bouteille qui me faisait dans ma maladie active, quand même la journée, dans ma rechute, m'a fait 1 heure. Donc l'état est plus que lamentable. Et un jour, justement dans cette période-là, mon fils avait 10 ans. J'étais incapable d'aller chercher cette bouteille. J'avais envoyé mon fils chercher cette bouteille. Mais là, j'ai eu la honte de ma vie.
Et j'entends, ce gamin a refusé d'aller. Et il est descendu les escaliers et il a dit « Je m'excuse, mais je suis très émue. » Qu'est-ce qu'il vous a dit, Scarlett? Il a dit tu m'avais juré que tu boirais plus. Je voyais la peine que je lui faisais, le mal que je lui faisais, et j'étais incapable de faire autrement. Donc, vous n'étiez pas libre? Non, non, je n'étais pas libre. J'étais complètement. Je n'avais pas de contrôle. J'avais aucun contrôle sur ma vie. Ça, c'est l'endroit où je travaille. Je veux dire, la nuit, je me lève la nuit pour écrire parce que l'écriture est devenue ma véritable passion. Alors, on voit ma machine à écrire, ma bougie, parce que je m'accompagne impérativement d'une bougie. La nuit, à l'arrière-plan, on aperçoit mon Pygmalion. Qui est votre Pygmalion? Patrick Swayze. Celui qui a joué dans Ghost, entre autres. Entre autres, oui, et Dirty Dancing. Et j'ai cette chance-là, ce privilège, que cet homme soit devenu mon Pygmalion, soit entré abstraitement dans ma vie. Je ne suis pas fan de Patrick, il n'y a rien de fanatique ni d'hystérique dans mes sentiments. Mais il vous inspire. Mes plus profonds soupirs, entre autres, mais il a transformé mon existence et surtout, il m'inspire une écriture absolument merveilleuse qui fait vibrer mon entourage également. Le sait-il? Je crois qu'il le sait aujourd'hui, mais c'est tout récent. Il m'a complètement irradié, magnétisé. Mais c'est avant tout spirituel, ça va très loin. Je l'explique dans mon deuxième bouquin. Pourquoi vous insistez tellement là-dessus? Pourquoi est-ce que ça ne serait pas aussi physique? Vous ne pourriez pas vous autoriser à désirer un bel homme? Non. Ah, il a de ses questions, celui-là. C'est quelque chose. Je veux dire, il a un beau physique, oui, ça d'accord, mais c'est pas le physique qui m'intéresse. C'est pas ce qui m'a... C'est pas Michel Simon. Michel Simon. Ah non, non, d'accord, quand même pas. Je pensais à votre collègue, là. Jean-Charles Simon, c'est quand même pas ça non plus. Non, Patrick est peut-être un très bel homme, certainement. Mais avec moi, j'ai arrêté de m'arrêter à la beauté des gens. Parce que c'est ce que je donnais comme valeur aux gens. Et j'ai d'autres valeurs aujourd'hui. Je recherche d'autres valeurs. Cet homme a le privilège. Il a tout pour lui. De toute manière, Patrick, c'est quelqu'un qui est magique. Swayze, en tout cas pour moi. Il est magique, mais moi je parlerai davantage. Moi, ce qui m'a frappé chez cet homme, c'est lorsqu'il danse, il dégage quelque chose lorsqu'il danse qu'il ne dégage pas lorsqu'il joue, une impétueuse beauté d'âme. Votre vie est belle aujourd'hui, Scarlett. Elle est magique et magnifique. Grâce au fait que je ne bois plus, et donc j'ai une sobriété heureuse. Vous avez vu les choses d'une... J'ai dû changer ma manière de voir les choses. Reprendre goût à ce que vous ne voyiez plus avant, parce que l'alcool vous aveuglait aussi. Oui, oui, puis que je ne voulais pas voir. Moi, tout ce que la vie nous offrait, vous offre à vous, à moi, à n'importe quel être humain, tout ça, c'était dû pour moi. C'était dû. J'allais pas en faire un plat quand ma mère me disait « Regarde, ce magnifique coucher de soleil. » Mais c'est quoi? C'est normal, je disais toujours, c'est normal. Non, mais moi, je peux m'émerveiller 1 heure devant un coucher de soleil aujourd'hui ou un lever de soleil, peu importe. J'ai acquis certaines valeurs. Surtout, moi, j'ai appris, et je me le dois, je le fais tous les jours, je cultive sauvagement l'humilité aujourd'hui. Parce que je suis quelqu'un de très orgueilleux. Vous savez, quand un alcoolique est au surplus lion, comme signe horoscopique, ça fait beaucoup de dégâts. Ça fait beaucoup de dégâts. Et, alors, je cultive sauvagement l'humilité aujourd'hui. Ça fait un peu plus d'1 année maintenant que je pratique la danse. Et là, on me voit avec mon professeur de danse, justement. J'ai encore pas le style de John Travolta ou de Olivia Newton-John, mais je fais confiance, je veux dire. J'aime beaucoup. Scarlett, est-ce que vous referiez votre adolescence aujourd'hui? De la même façon que je l'ai vécue? Ah non, sûrement pas. Mieux. Si on me donnait cette... Non, mais est-ce que vous êtes en train de la refaire? Oui, je crois bien. Oui, oui. Mais ça, elle est géniale, votre question. Parce que bon, j'ai plus 20 ans aujourd'hui, mais j'ai le sentiment d'avoir 15 ans. Que vous n'aviez pas vécu une véritable adolescence autrefois? Absolument. Et que maintenant vous avez les clés pour la vivre? Oui, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir 15 ans, là, au fond de mon cœur. C'est vrai. Alors si le prince charmant se présentait, on est fragile à 15 ans.
Vous pourriez à nouveau... Non, mais bon, vous l'oubliez, le prince charmant, puisque j'en ai un, si vous voulez Oui, non, bien. d'accord, on a compris, Patrick, Pour moi. c'est spirituel. Oui, Mais enfin, un vrai prince charmant qui serait avec vous le soir. mais bon, Pygmalion est avec moi ce soir, malgré tout. Il prend Oui. beaucoup de place. Ça va très loin, c'est vrai, je vous le dis Je honnêtement. vous sens fuyante sur ce sujet, Scarlett. Un Non, homme dans mais- votre vie, un vrai, en chair et en os. Pour l'instant, donc si on comprend bien le sens du Pygmalion, le Pygmalion vous donne tout et vous prend tout, d'accord, mais il vous apporte tout. Donc pour aujourd'hui, je dis bien pour aujourd'hui, et moi Bernard, je vis un jour à la fois. Donc pour aujourd'hui, il y aurait le Pygmalion, il prend toute la place. Donc, mais bon, Oui, mais il ne vous prend pas dans ses bras. non, d'accord, pas au sens propre, si vous Oui. voulez, mais Ou même sale. au même quoi? Même sale. Ah, je veux dire, non, c'est peut-être très difficile à comprendre, mais j'ai vraiment l'impression qu'il vit avec moi. J'ai une communication Oui. d'esprit. Donc vous avec. n'avez besoin de personne d'autre, ça c'est sûr. Pour aujourd'hui, personne d'autre. En conclusion, Scarlett, on va peut-être dire, en ayant entendu tout ce que vous nous avez dit avec beaucoup de sincérité et de cœur, quand même, cette femme, elle en a du mérite. Pardon, Elle en a du mérite. vous parlez de moi, là? Oui, il y en a qui vont dire ça. Vous savez, je ne sais pas où se situe le mérite lorsqu'on arrive à l'état d'une mourante, à une association dite pour ce genre de problème. Mais Non, après d'en être sorti et d'avoir tenu le coup pendant 8 ans jusqu'à maintenant. disons, tenu le coup, non, j'aime pas ce mot tenir le coup, parce que si je dois me battre contre la bouteille, moi je rebois, je ne veux plus me battre dans ma vie. Je me suis battue pendant près de 40 ans contre moi-même. Hein. J'ai découvert que le pire ennemi, contrairement à ce que dit Sacha Guitry, je crois que c'est qu'on me condamne si je me trompe, qui a dit l'enfer c'est les autres. C'est Sartre qui a dit cela. Ah bah tu vois, je me trompe tout le temps. Je les mélange toujours. Ils m'en voudront pas beaucoup, j'espère. L'enfer, c'est pas les autres, c'est soi-même. Moi, j'étais mon propre enfer. Alors, si j'ai beaucoup de mérite, Anne, mais non, mais moi, je dis, ce que j'ai reçu aujourd'hui, peu importe que ce soit spirituel, accidentel, artificiel, tout ce que vous voulez. Moi, je parle de spirituel parce que j'ai mis ça dans ma vie et que je vais divinement bien. Et le mot n'est pas trop fort, peu importe. Alors, ça, je pense que ce que j'ai reçu aujourd'hui, je ne l'ai pas volé. Et j'irai même plus loin, je dirais que quand j'ai vu ce qui se cachait derrière cet enfer, eh ben, je n'ai eu aucun regret d'y avoir passé ma temps. Ça va jusque-là. J'ai pris vraiment mes rêves pour des réalités trop longtemps. Je suis pleine de rêves aujourd'hui. Je sais qu'on a le droit à ses rêves et qu'on peut amener ses rêves à la réalité. Ça, je l'ai découvert aussi, mais dans une toute autre manière que moi j'ai voulu le faire ou que je l'ai souhaité le faire. Et alors, si j'ai du mérite, je laisse à chacun le soin d'expliquer ceci. Non, moi je pense que j'ai eu beaucoup de chance. La TSR est présente à la Foire de Genève et vous accueille au stand Genève Région avec un grand concours. Répondez aux 3 questions du coupon disponible à notre stand, glissez-le dans l'urne et gagnez l'un des nombreux prix dont des abonnements fitness Silhouette International et 4 séjours de rêve à Agadir, offerts par l'hôtel Amadil et Royal Air Maroc. Des tirages au sort ont lieu tous les jours, alors vite, tous au stand Genève Région de la Foire de Genève. Bonsoir, les rues de Genève sont enfin calmes après une journée d'agitation extrême. Point de départ, le défilé militaire du régiment d'infanterie 3. On s'attendait à de la